Le secret à 12 milliards de dollars. Arrêtez-vous un instant et regardez autour de vous. Votre maison, votre cour et le coin de votre jardin. Ensuite, regardez la chose que la plupart des jardiniers redoutent en silence. Acheter de la terre. À quand remonte la dernière fois où vous êtes allé à la jardinerie pour un sac de terreau de qualité supérieure? Vous connaissez la routine. Vous vous y rendez en voiture, vous payez 8, 10, parfois 12 dollars pour un seul sac, puis vous vous battez avec ces lourds sacs en plastique pour les mettre dans votre chariot, dans votre coffre et enfin dans vos plates-bandes. C'est dur pour le porte-monnaie et, si nous sommes honnêtes, c'est dur pour le dos. Maintenant, voici la question qui change tout. Et si l'ensemble de l'industrie du jardinage, qui pèse aujourd'hui plus de 8 milliards de dollars et devrait atteindre les 12 milliards d'ici 2032, dépendait de la vente de quelque chose que vous pouvez fabriquer chez vous pour presque rien? Et si les déchets qui se trouvent actuellement dans votre bac de recyclage n'étaient pas du tout des déchets, ces piles de vieux journaux, les titres d'hier, le bruit d'hier, sont peut-être l'un des outils de création de sol les plus négligés en Amérique. Sec, cassant et peu impressionnant jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il est réellement. Du carbone stocké, de l'énergie concentrée pour les travailleurs invisibles du sol. Aujourd'hui, nous allons découvrir une méthode qui transforme les vieux journaux et les simples tontes de pelouse en un or noir riche, sombre et friable en seulement 45 jours. Pas en un an, pas un jour lointain, 45 jours. Cette approche est ancrée dans la véritable science du compostage et a été perfectionnée grâce à la tradition du compostage à haute température souvent associée à Berkeley, en Californie. C'est exactement le genre de connaissance qui met mal à l'aise les grandes entreprises de terreau, car une fois que vous pouvez créer une terre comme celle-ci, vous n'avez plus besoin d'acheter des sacs de terre en plastique. Laissez-moi vous faire une promesse. Si vous suivez ceci avec soin, vous obtiendrez un compost qui ressemble à de la terre de forêt, qui se désagrège comme du marc de café et qui sent bon la vie. C'est le genre de sol auquel les plantes réagissent comme si elles n'attendaient que vous pour comprendre cela. Alors, restez avec moi, car nous ne faisons pas seulement des économies aujourd'hui. Nous transformons un déchet en ressource. Nous construisons notre indépendance tas après tas, et nous laissons derrière nous quelque chose de mieux que des reçus et des sacs vides, un véritable héritage de fertilité dans votre propre jardin. Très bien. Mettons-nous au travail. Pensez au journal du dimanche un instant. Pendant des décennies, il a été notre fenêtre sur le monde. Nous nous asseyions avec une tasse de café, nous tournions les pages, nous entourions une recette, nous découpions peut-être un coupon et nous nous sentions connectés à quelque chose de plus grand que notre propre jardin. Et puis, une fois lu, qu'en advenait-il? La plupart du temps, il finissait à la poubelle. Mais aux yeux d'un maître jardinier, ce journal n'est pas du tout un déchet, c'est du carbone pur et précieux. C'est le genre de carbone que la vie du sol reconnaît instantanément, de la même manière qu'une cuisine reconnaît un garde-manger plein d'ingrédients. C'est là que le compostage devient moins une corvée de jardinage et plus la compréhension d'un langage. Dans le langage de la création de sol, nous utilisons deux mots simples, les verts et les bruns. Les verts sont des matières riches en azote, tontes de gazon fraîches, restes de légumes, marques de café, tout ce qui est mou et vivant et qui se décompose rapidement. Les bruns sont des matières riches en carbone, feuilles mortes, paille, sciure de bois et, oui, le journal. Voici maintenant la partie qui surprend la plupart des gens. Le journal n'est pas seulement un brin, c'est un brin exceptionnellement puissant. Alors que les feuilles d'automne peuvent avoir un rapport carbone-azote d'environ 60 pour 1, le journal peut aller de 175 pour 1 jusqu'à 800 pour 1. Ce chiffre est important car il vous indique quelque chose de crucial.
Le journal est une réserve dense d'énergie stockée. C'est comme une source de carburant à combustion lente dont les microbes du sol raffolent, attendant patiemment d'être libérés. Une fois que vous le voyez ainsi, vous cessez de regarder une pile de vieux papiers comme un encombrement. Vous commencez à y voir l'épine dorsale d'un compost sombre et stable, la structure qui maintient le compost léger au lieu d'être gluant et riche au lieu d'être acide. Mais vient ensuite la question que j'entends chaque fois que ce sujet est abordé, et c'est une question judicieuse. Qu'en est-il de l'encre? N'est-elle pas toxique? Je ne veux pas de poison dans mes tomates. C'est une question intelligente, et je respecte quiconque la pose, car le bon jardinage n'est jamais seulement une question de résultat. C'est une question de confiance. Il s'agit de savoir ce que vous mettez dans le sol qui nourrit votre famille. Oui, autrefois, les encres d'imprimerie étaient une autre histoire. Les encres plus anciennes pouvaient contenir des métaux lourds, des composés à base de pétrole et des choses qu'aucun d'entre nous ne voudrait près d'un potager. Mais voici la bonne nouvelle. Le monde a changé depuis la fin des années 1970 et surtout après la crise pétrolière. L'industrie américaine de l'imprimerie s'est largement tournée vers les encres à base de soja. L'encre noire moderne sur le papier journal est généralement considérée comme non toxique pour le compostage et est couramment fabriquée à partir d'huile de soja, une ressource renouvelable. Même de nombreuses encres de couleur aujourd'hui sont à base végétale. Je vais ajouter une note importante. Nous suivons ce que j'appelle la règle de la brillance. Si le papier est glacé, ses encarts publicitaires brillants, ses couvertures de magazines lisses, tout ce qui a cet éclat semblable au plastique, ne le mettez pas. Cette brillance signifie souvent des revêtements qui incluent des argiles ou des couches synthétiques qui ne se décomposent pas bien, et ils peuvent encrasser votre compost comme un mauvais ingrédient gâche une bonne soupe. Mais votre papier journal standard, en noir et blanc mat, est une matière organique sûre, prête à retourner à la terre. Alors, la prochaine fois que vous serez sur le point de jeter une pile de journaux dans le bac, faites une pause. Vous tenez peut-être l'un des outils les plus négligés pour fabriquer rapidement une terre noire, sans acheter un seul sac, sans traîner un seul fardeau et sans dépendre de personne d'autre que vos propres mains et de la main-d'œuvre silencieuse des microbes sous vos pieds. Alors, comment transformer concrètement le papier en terre? Car voici la vérité. Vous ne pouvez pas simplement jeter une pile de journaux par terre, mettre un peu d'herbe par-dessus et espérer que la nature s'en sorte. Si vous faites cela, vous n'obtiendrez pas d'or noir. Vous obtiendrez un amas détrempé et compact qui restera là comme une couverture mouillée, qui moisira et commencera à sentir quelque chose que vous ne voulez pas près de votre jardin. C'est là que nous passons de la devinette à la cuisine. Nous devons devenir des chefs. Nous avons besoin d'une recette. Le compostage fonctionne mieux lorsque nous nourrissons les microbes comme ils aiment manger. Et il y a un chiffre qui guide presque tout, 30 pour 1. C'est le rapport carbone-azote, le point d'équilibre où les bactéries travaillent vite, chaudement et proprement. Si vous avez trop de carbone, trop de journaux, le tas reste froid et léthargique. Il reste là, sec et têtu comme un feu de cheminée qui ne prend jamais. Mais si vous avez trop d'azote, trop d'herbes fraîches, le tas se transforme en une boue visqueuse et commence à dégager de l'ammoniac. Cette odeur piquante est votre signal d'alarme. C'est le compost qui vous dit que vous le nourrissez mal. Le journal, comme vous le savez maintenant, est extrêmement riche en carbone, parfois de manière choquante, jusqu'à 800 pour 1. Donc, si le journal est le carburant, nous avons besoin d'une étincelle. Nous avons besoin d'un allume-feu. Et le meilleur allume-feu pousse souvent juste sous vos pieds, vous attendant comme un cadeau. Les tontes de gazon fraîches. L'herbe fraîche est riche en azote et en humidité. Son rapport est d'environ 20 pour 1, ce qui en fait le partenaire idéal pour le journal sec et lourd en carbone. L'herbe réveille le tas.
Elle donne aux microbes l'énergie rapide dont ils ont besoin pour commencer à se multiplier, à chauffer et à tout décomposer. Maintenant, voici la partie dont je veux que vous vous souveniez, car c'est ce qui rend toute la méthode pratique. Pas de calculatrice, pas de graphique, pas de stress. Utilisez un seau de matière riche en azote, comme des tontes de gazon fraîches, pour chaque 2 ou 3 seaux de matière carbonée, comme du journal déchiqueté. C'est tout. 1 pour 2 ou 3 en volume. Simple, reproductible, fiable. Mais avant de construire quoi que ce soit, il y a une étape qui sépare le succès de la déception. Et j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Vous devez préparer le journal. Si vous laissez le journal en feuilles entières, il agit comme une barrière. L'eau ne peut pas pénétrer, l'air ne peut pas circuler et les microbes ne peuvent pas respirer. Ils étouffent et votre tas devient compact et acide. Au lieu de se transformer en terre, il se transforme en un tapis collé qui refuse de se décomposer. Alors, déchiquetez-le. Passez-le dans un destructeur de documents, si vous en avez un, ou déchirez-le simplement en bandes à la haie. Ne sous-estimez pas ce geste simple. Déchirer du papier est un exercice doux pour les doigts et les mains. Et honnêtement, cela peut être étonnamment apaisant. Si vous n'avez pas envie de déchiqueter, vous pouvez aussi froisser les feuilles en balles lâches. Ce petit peu de chaos crée des poches d'air. Et les poches d'air, c'est la vie. Le compost n'est pas seulement une question de ce que vous ajoutez, c'est aussi ce que vous permettez. Vous permettez à l'oxygène d'entrer, vous permettez à l'humidité de se répartir uniformément, et vous permettez aux microbes de bouger, de respirer et de produire de la chaleur comme un moteur vivant. Alors, quand vous regardez ce seau de papier déchiqueté à côté d'un seau d'herbe fraîche, n'y voyez pas des déchets et des tontes, voyez-y des ingrédients. Voyez une recette qui transforme les nouvelles d'hier en la récolte de demain. Nous en venons maintenant à la méthode qui rend les entreprises de terreau nerveuses. On l'appelle souvent la méthode de Berkeley. La version originale, plus agressive, peut terminer le compost en 18 jours environ. Mais pour la plupart d'entre nous, surtout si nous voulons un rythme régulier, une meilleure maturation et le retour des vers de terre, le protocole de 45 jours est le point idéal. C'est plus rapide que le compostage passif où l'on empile et on oublie. Mais cela reste gérable et produit un compost qui semble fini, pas précipité. Laissez-moi être clair. Il ne s'agit pas de compostage à froid où l'on empile les choses et où l'on attend 1 an en espérant que la nature finisse par rattraper son retard. Il s'agit de compostage à chaud. Nous allons exploiter les bactéries thermophiles, des microbes aimant la chaleur, de minuscules ouvriers qui ne se contentent pas de décomposer les choses. Ils les cuisinent. Ils les transforment. Ils transforment le papier et les tontes en terre avec l'intensité d'un moteur vivant. Si vous le faites correctement, vous saurez que cela fonctionne avant même de voir le compost final, car, vers le 3e ou 4e jour, vous le sentirez. Une chaleur au centre, une pulsation silencieuse de vie. Parcourons donc cela jour après jour, d'une manière que vous pouvez réellement suivre. Le premier jour est ce que j'appelle la construction du réacteur. Cette méthode nécessite une masse critique. Votre tas doit mesurer au moins 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, environ 1 mètre cube. Tout ce qui est plus petit perd sa chaleur trop vite. Comme un feu de camp fait de brindilles dans un vent fort, il peut briller un instant, mais il ne restera pas assez chaud pour faire le vrai travail. Vous commencez par le bas avec la circulation de l'air. Posez environ 15 cm de branches grossières ou de brindilles. Rien de sophistiqué, juste assez pour empêcher la base de s'affaisser en une galette humide et étouffante. Ensuite, vous commencez à superposer vos ingrédients. Une couche de papier journal déchiqueté, une couche de tonte de gazon fraîche, puis arrosez lentement et consciencieusement.
L'humidité n'est pas facultative ici, elle est vitale. Vous visez la sensation d'une éponge essorée. Lorsque vous empressez une poignée, vous devriez voir une goutte ou deux d'eau, mais cela ne devrait jamais s'égoutter comme une serviette trempée. Trop sec, les microbes ne peuvent pas bouger. Trop humide, vous étouffez l'oxygène. Répétez ensuite ces couches, papier, herbe, eau, jusqu'à ce que votre tas atteigne 1 mètre à 1,50 m de haut. Au fur et à mesure que vous construisez, vous ajoutez l'étincelle finale, une pincée de compost fini ou un peu de terre de jardin entre les couches. Pas beaucoup, juste assez pour inoculer le tas, pour introduire les bactéries qui vont se multiplier et prendre le dessus. Pensez-y comme à l'ajout d'une cuillerée de culture de yaourt pour commencer une nouvelle fournée. Vous ne nourrissez pas le tas avec ce vieux compost, vous l'ensemencez. Les jours 2 à 4 sont les veilles. C'est là que beaucoup de gens font une erreur, car ils s'impatientent. Ils fouillent, ils démontent le tas, et ils le vérifient trop souvent. Ne le faites pas. Laissez-le reposer. À l'intérieur de ce tas, la première vague de microbes, les bactéries mésophiles, se réveillent et commencent à manger les sucres faciles de l'herbe fraîche. En travaillant, ils dégagent de la chaleur. Au 3e ou 4e jour, vous devriez pouvoir approcher votre main du centre et la sentir. Une chaleur qui monte comme une cheminée, cachée derrière un mur. Cette chaleur est votre première preuve. Elle signifie que le moteur a démarré. Le 5e jour est le premier retournement. C'est le moment où la méthode devient véritablement la méthode. Parce que l'extérieur du tas est toujours plus frais et le centre toujours plus chaud. Si vous ne le mélangez jamais, seul le milieu est cuit et les bords restent à moitié finis. Le retournement amène les matières fraîches de l'extérieur vers le centre chaud et déplace le centre chaud vers l'extérieur pour que tout ait son tour. La chaleur est importante, pour une raison qui va au-delà de la rapidité. Vous voulez que le tas atteigne environ 55 à 65 degrés Celsius. À cette température, les graines de mauvaises herbes sont détruites et de nombreux agents pathogènes meurent. Mais les microbes thermophiles bénéfiques prospèrent. C'est l'une des raisons pour lesquelles le compostage à chaud semble être une sorte de magie propre. Ce n'est pas seulement de la décomposition, c'est une transformation contrôlée. Les jours 6 à 21 constituent la phase thermophile. C'est la période de 2 semaines pendant laquelle votre tas fait le plus gros du travail et où vous l'aidez simplement à respirer. Vous retournerez le tas tous les 2 ou 3 jours. Oui, c'est du travail, mais c'est le bon genre. Celui qui vous maintient en mouvement et vous rappelle que le jardinage n'est pas seulement quelque chose que nous faisons pour les plantes, c'est quelque chose que nous faisons pour nous-mêmes. Pendant cette phase, surtout les matins frais, vous verrez peut-être de la vapeur s'échapper lors du retournement. Cette vapeur n'est pas de la fumée. C'est une preuve. C'est le compost qui libère la chaleur qu'il a générée tout seul, un déchet devenant de l'énergie sous vos yeux. Écoutez attentivement, car c'est là que de petits signaux vous maintiennent sur la bonne voie. Si votre tas sent l'ammoniaque piquante, c'est probablement que vous avez mis trop d'azote, trop d'herbe. La solution est simple, ajoutez plus de papier journal déchiqueté ou un peu de sciure de bois et mélangez. Vous calmez ainsi le tas et le ramenez à l'équilibre. Si votre tas refuse de chauffer, c'est généralement pour l'une de ces 2 raisons. Soit il est trop sec, soit il n'a pas assez d'azote pour allumer le feu. Ajoutez de l'eau s'il semble poussiéreux. Ajoutez un activateur s'il semble sans vie. Le marc de café fonctionne à merveille, tout comme le fumier si vous y avez accès. Ensuite, retournez-le à nouveau et donnez-lui un jour ou 2 pour réagir. Nous atteignons maintenant les jours 22 à 45, la phase de maturation. Après environ 3 semaines, la chaleur intense commence à s'estomper. Le tas refroidit non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a terminé son travail le plus brûlant.
C'est là que le protocole de 45 jours brille, car, au lieu de vous précipiter pour utiliser un presque compost, vous laissez au tas le temps de devenir quelque chose de plus profond. À mesure qu'il refroidit, une communauté différente s'installe. Les champignons commencent à travailler sur les fibres plus dures, la texture devient plus uniforme et l'odeur passe de l'herbe fraîchement coupée à quelque chose de plus sombre et de plus doux, comme le sol d'une forêt. Puis les invités d'honneur arrivent, les vers de terre. Ils s'installent dans le tas qui refroidit et l'affinent tranquillement, le transformant patiemment en l'humus le plus riche et le plus noir que vous puissiez imaginer. C'est alors que votre compost cesse de ressembler à des matériaux décomposés et commence à ressembler à de la terre. Au 45e jour, vous ne tenez pas seulement du papier et de l'herbe décomposée. Vous tenez un produit fini, noir, friable et vivant. Alors, pourquoi est-ce que je dis que les entreprises de terreau ne veulent pas que vous sachiez cela? Cela revient à quelque chose de simple. L'économie. Une fois que vous apprenez à fabriquer une véritable terre noire dans votre propre jardin de manière rapide, propre et fiable, vous n'êtes plus un client régulier. Dans le monde d'aujourd'hui, les clients réguliers sont le fondement de toute une industrie. Faisons le calcul ensemble, lentement et clairement. Pour remplir une plate-bande surélevée standard de 1,20 m sur 2,40 m et de seulement 15 cm de profondeur, il vous faut environ un demi-mètre cube de terre. Cela semble inoffensif jusqu'à ce que vous commenciez à l'acheter en sac. Le terreau et le compost de qualité supérieure en sac peuvent coûter entre 64 et 100 $ pour cette seule plate-bande, selon la marque et la saison. Et ce n'est qu'une seule plate-bande. Imaginez que vous entreteniez un jardin année après année. Chaque printemps, vous complétez. Chaque saison, vous rafraîchissez. Vous achetez du compost, vous achetez de l'engrais, vous achetez de l'amendement pour le sol. Vous ne remarquez même pas le total, parce qu'il est étalé dans le temps. Mais sur 5 ans, il n'est pas rare de dépenser plus de 1200 $ juste pour nourrir vos plates-bandes avec ce que vous auriez pu fabriquer chez vous. Voici la partie que la plupart des gens oublient d'inclure dans le coût. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est l'essence pour aller au magasin, c'est le temps et c'est l'effort de soulever ces lourds sacs dans votre chariot, puis dans votre coffre, puis de les traîner à travers le jardin. Pour beaucoup d'entre nous, plus nous vieillissons, moins nous voulons que le jardinage ressemble à du transport de gravier. Comparez maintenant cela avec la méthode du papier journal et de l'herbe, l'approche de compostage à chaud de type Berkeley que vous venez d'apprendre. Vos matières premières font déjà partie de votre vie, des journaux que vous alliez recycler et des tontes de gazon que vous alliez mettre en sac. Le coût du produit devient nul, les déplacements deviennent inutiles et la partie pénible du processus est remplacée par quelque chose de plus léger et de plus utile. Oui, vous travaillez toujours, vous construisez, vous arrosez, vous retournez. Mais ce travail vous est rendu au centuple sous forme de terre vivante. C'est là que cela cesse d'être une question d'économie d'argent pour devenir une question d'indépendance. Lorsque vous fabriquez votre propre terre, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de matière de remplissage cachée, pas de produits forestiers mystérieux et pas de surprises synthétiques. Vous n'achetez plus la fertilité, vous la produisez. Il y a un autre aspect important ici. Les déchets municipaux sont une crise mondiale. Les décharges sont des usines chimiques. Lorsque les matières organiques se décomposent sans oxygène dans une décharge, elles produisent du méthane. Chaque fois que vous détournez le papier journal et les tontes de gazon du dépotoir pour les mettre dans un tas de compost qui respire, vous faites quelque chose d'important. Vous réduisez les déchets et les émissions, transformant un problème d'élimination en une solution pour le sol. Vous n'êtes pas seulement un jardinier, vous êtes un intendant de la terre. Le plus beau, c'est ceci. Une fois que vous aurez expérimenté cette première fournée terminée, noire, friable,
et sentant la terre de forêt, vous commencerez à voir votre jardin différemment. Vous commencerez à remarquer des ressources partout. C'est là la véritable richesse de cette méthode. Pas seulement les dollars économisés, mais la liberté acquise. Je veux que vous réussissiez, car rien n'est plus décourageant que de faire le travail et de trouver ensuite un tas qui ressemble encore à du papier ou, pire, un tas qui sent mauvais. Levons le mystère. Quand le compost de papier journal échoue, c'est généralement pour quelques raisons simples. Une fois que vous les connaissez, vous pouvez presque tout réparer en quelques minutes. Considérez cette partie comme votre police d'assurance. Le premier secret est l'équilibre hydrique. Le papier journal a soif. Il boit l'humidité comme une éponge et il peut vous tromper. Vous pourriez arroser le tas, sentir l'humidité en surface et supposer que c'est fini. Mais à l'intérieur, des poches cachées peuvent rester sèches. Le papier sec ne ralentit pas le processus, il l'arrête. Lorsque vous construisez et lorsque vous retournez, prenez un moment pour vérifier. Plongez la main au centre, prenez une poignée et pressez. Vous visez cette sensation d'éponge essorée. Si jamais vous trouvez des poches sèches, ne paniquez pas. Arrosez simplement pendant que vous retournez pour que l'humidité se répartisse uniformément. Le deuxième secret est que l'air, c'est la vie. Si jamais votre tas sent l'œuf pourri, c'est un avertissement que le tas est devenu anaérobie, ce qui signifie qu'il manque d'oxygène. Cela arrive généralement lorsque le journal se tasse en feuilles épaisses et humides, coupant la circulation de l'air. Une fois que l'oxygène disparaît, les mauvais microbes prennent le dessus et le tas devient acide. La solution est immédiate. Retournez-le. Ouvrez-le, aérez-le et brisez les amas compacts. C'est précisément pour cela que déchiqueter ou froisser le papier n'est pas négociable. Les poches d'air sont ce qui maintient le système propre et sain. Le troisième secret réside dans les activateurs. Votre plan de secours lorsque vous n'avez pas assez d'herbe. Vous pouvez stimuler la chaleur avec d'autres activateurs riches en azote, comme le marc de café ou le fumier de poule. Les composteurs traditionnels utilisent même d'autres sources d'azote naturelles depuis des siècles, car elles aident à activer les tas riches en carbone. L'idée est d'être pratique. Quand le carbone est élevé, il faut une étincelle. Le quatrième secret est la taille. Cette méthode nécessite une masse critique. Si votre tas est trop petit, il ne peut pas conserver la chaleur. Il vous faut au moins 1 mètre cube. Si vous ne pouvez pas construire un tas aussi gros d'un seul coup, stockez vos journaux jusqu'à ce que vous en ayez assez. Cette méthode par l'eau est le secret d'une chaleur élevée. Si vous vous souvenez de l'eau, de l'air, de l'activation et de la taille, vous pourrez résoudre presque tous les problèmes. Le compost n'est pas fragile. Il est indulgent tant que vous le gardez aéré, humide, équilibré et assez volumineux. 45 jours. C'est tout ce qu'il faut. En un temps équivalent à celui qu'il faut pour regarder une saison d'une série ou finir quelques bons livres, la nature peut accomplir un miracle tranquille juste dans votre propre jardin. Lorsque vous arrivez à ce dernier jour et que vous ramassez le compost fini, tenez-le dans vos mains et regardez vraiment ce que vous avez fabriqué. C'est noir, friable, et ça sent le sol d'une forêt ancienne. Cette odeur signifie que le sol est sain et que la vie est revenue. Ce que vous tenez n'est pas du papier pourri, c'est une fondation vivante. Pensez à ce par quoi vous avez commencé. Les titres d'hier, des histoires de conflits et du bruit. Vous ne les avez pas jetés, vous les avez transformés. Vous avez transformé le bruit d'hier en paix et en nutrition pour votre jardin. Cela compte plus que l'argent. Vous avez créé un cycle de vie, d'indépendance et de certitude. Vous avez créé quelque chose de réel de vos propres mains. Alors, gardez ces journaux, demandez des tontes de gazon et construisez votre tas. Quand vous verrez la vapeur s'élever dans l'air matinal,
Laissez-vous sourire car cette vapeur est la preuve que votre jardin ne dépend plus de sacs en plastique. Il dépend de vous. La meilleure terre au monde ne se trouve pas sur l'étagère d'un magasin. Elle est fabriquée ici même par vos propres mains. Si cette histoire change votre regard sur les déchets de votre bac de recyclage, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous dévoilons les secrets naturels que les grandes industries ont tenté de garder cachés. Cultivons ensemble un avenir plus indépendant. Le prochain trésor de la Terre sera bientôt révélé.